on accorde encore 1 minute aux retardataires, si vous êtes d'accord, parce qu'on a vraiment un impératif de terminer pile à l'heure, parce qu'on a la pression des suivants qui commencent déjà. Vous voyez, ils ne sont pas là, mais ils nous mettent la pression. Alors pendant cette minute, on pourrait peut-être faire un petit peu connaissance, et donc, Agnès et moi, nous sommes anesthésistes, on pratique l'hypnose en obstétrique depuis très longtemps. Le problème est de savoir, et vous, qui êtes-vous, et est-ce que parmi vous, certains ou certaines pratiquent déjà l'hypnose? Oui, d'accord. Ok. Personne d'autre ne... Non? D'accord. Est-ce que quelqu'un a eu soi-même des séances d'hypnose? Oui, d'accord. C'était bien. Ah, oui, d'accord. Parfait. Et alors, dans vos métiers, vous êtes sage-femme, gynéco. Alors, gynéco, waouh, anesthésiste. Ah, quand même, quelqu'un qui sauve l'honneur, c'est bien. Très bien. Alors, si vous voulez bien, on va commencer. Donc, on a deux parties, une qui va être plus longue que l'autre. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de l'hypnose en général, puisque peu de gens sont vraiment initiés. On va parler de l'hypnose en général, on va balayer un petit peu tout ce à quoi correspond l'hypnose. Et puis ensuite, on va parler des indications, bien sûr, comment on s'en sert en obstétrique. Et puis ensuite, Agnès vous fera part de son expérience immense de l'utilisation de l'hypnose dans les interruptions médicales de grossesse, où l'hypnose a apporté un confort à la fois aux équipes et puis aux mamans. Alors, il y a trois façons de pratiquer l'hypnose. Il y a premièrement la communication thérapeutique, deuxièmement il y a l'hypnose conversationnelle, et troisièmement il y a la transhypnotique. La transhypnotique étant ce que tout le monde a l'habitude d'appeler hypnose. Mais déjà avec la communication thérapeutique, on est déjà dans une forme d'hypnose, en tout cas on est dans une communication hypnotique. Alors, tout petit rappel historique, parce que le rappel historique est intéressant parce qu'il a fait évoluer la définition même de l'hypnose. Alors, l'hypnose médicale stricte, on l'a fait remonter au fameux Mesmer, Frank Anton Mesmer, pas celui qu'on connaît qui fait des spectacles, hein. L'autre, le vrai, l'Autrichien qui vivait à Vienne et qui a parlé d'un fluide, qui a parlé du magnétisme animal. Voilà, donc il y a le fameux fluide qui nous rejoint tous et qui est un peu l'équivalent du fameux ki des bouddhistes. Ensuite, Bernheim, c'était un Nancéen, professeur de médecine interne à Nancy, et qui est le premier qui a vraiment, vraiment insisté sur l'idée de la suggestion. Et en hypnose, vous allez voir qu'on parle beaucoup de suggestion, qu'elle soit directe ou indirecte. Donc je schématise beaucoup parce que vous avez remarqué, je vais chanter Charcot, et on va passer directement à Milton Erickson, qui lui était un Américain, qui a énormément développé au début du XXe siècle la pratique de l'hypnose médicale. Alors, quand on fait une séance d'hypnose, en fait, bien souvent, les patients nous disent je ne sais pas ce qui s'est passé, je vais mieux, mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Eh bien, tant mieux. Voilà. Donc, ça veut dire surtout qu'il ne s'agit pas d'un phénomène qui est lié à la volonté, puisque, en fait, apparemment, ils vont mieux malgré eux, ni d'un phénomène lié à la cognition, puisqu'on n'a pas expliqué, on n'a pas essayé de savoir pourquoi, c'est-à-dire à la capacité donc de raisonner, de penser, d'analyser, de comprendre. Et en fait, il semble exister deux modes de perception. Donc le premier mode, c'est celui de la logique, celui de la raison, de la maîtrise, du contrôle. Là, c'est le mode dans lequel on est tous censés se trouver en ce moment.
Surtout moi d'ailleurs, je parle, j'explique, je fais attention, je contrôle ce que je dis, etc. Puis vous, à l'inverse, vous êtes attentif, etc., etc. Et puis il y a un second état de perception qui est en fait un état de sensorialité, de flottement, de souplesse dans la perception. C'est-à-dire que si par exemple, là je vous demande d'être attentif et attentive, ou plutôt attentive et attentif à ce qui se passe autour de vous, vous allez regarder à droite, vous allez regarder à gauche, vous allez observer, vous allez... Et si je vous dis, maintenant vous fermez les yeux et voyez comment vous ressentez ce qui se passe, alors vous allez découvrir des tas de choses que vous ne perceviez pas quand vous aviez les yeux ouverts. Par exemple, vous allez entendre des bruits qui ne sont pas habituels. Par exemple, vous allez percevoir des odeurs, vous allez percevoir des sensations au niveau des pieds, au niveau du ventre, du dos, etc. etc. Et tout ça, c'est ce mode de sensorialité différent qui nous intéresse en hypnose, c'est-à-dire qu'en fait, nos patients arrivent avec un symptôme, avec un ressenti, avec une peur, avec une douleur, tout ce que vous voulez, et ils ressentent ça toujours de la même façon, c'est fixé dans leur perception. Et nous, notre rôle, c'est de leur faire connaître de nouvelles perceptions, ou bien de leur faire retrouver des perceptions antérieures. Et donc l'hypnose, c'est ce qui va nous permettre de passer d'un mode de perception à l'autre. Alors, voilà, donc ce serait une des définitions de l'hypnose, bien sûr. Mais on peut aussi dire que l'hypnose est un état de conscience modifié pour certains, élargi pour d'autres. Alors toutes les sociétés internationales d'hypnose ont leur définition. Les Anglais, les Américains, etc. etc. Tout le monde dit à peu près la même chose, mais ce n'est pas formulé exactement de la même façon. Eh bien moi, j'ai été formé il y a 22 ans. Oui, je ne suis pas tout jeune. À chaque fois, je prends un coup de vieux quand je dis ça. Mais quand j'ai été formé, un de mes formateurs, qui était Thierry Melchior, qui était un grand professeur de psychologie belge, il nous avait donné comme définition, tout simplement, l'hypnose, c'est autrement. Et finalement, c'est ce qu'il y a de mieux comme définition, parce qu'en hypnose, on va faire autrement. Si vous recevez un patient qui vient pour des douleurs chroniques et que vous faites comme tous les autres qui ont pris en charge ce patient avant, en fait, on a les mêmes médicaments, on a les mêmes indications de rééducation, on a les mêmes... Donc, finalement, quel est l'intérêt de venir faire de l'hypnose si c'est pour faire la même chose que les autres? Eh bien, justement, nous, on est là pour faire autrement et pour présenter quelque chose de différent. Alors, l'hypnose, c'est un processus, c'est pas un état, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, c'est un processus, c'est-à-dire c'est quelque chose qui évolue. Et d'ailleurs, tout au long de notre séance d'hypnose, le patient va évoluer. Si on travaille avec des enfants, par exemple, on va se rendre compte que l'enfant rentre et sort très vite de sa séance, de sa transe hypnotique, mais l'avantage, c'est qu'il y retourne facilement. Alors, en fait, notre objectif premier, c'est d'avoir une bonne alliance thérapeutique avec notre malade. C'est ça qui compte, c'est-à-dire d'avoir une relation qui soit une relation suffisamment sécure pour que l'accompagnement qu'on va faire avec ce patient se fasse en confiance et que le patient puisse livrer des informations qu'il n'avait pas encore livrées aux autres thérapeutes. Ça, c'est vraiment fondamental. Et si déjà tout le monde faisait ça, alors on aurait déjà des relations avec les soignants, on aurait une facilité à faire un certain nombre de soins qui nous étonnerait. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est ce qui installe le patient et le thérapeute dans un moment présent d'une relation humaine. Voyez, et c'est ça qui est important. Notre patient n'est pas là. Enfin, son corps est là, mais il anticipe, il a peur, il est déjà ailleurs. On va avoir une perfusion, je vais avoir une anesthésie, je vais avoir une péridurale, je vais avoir tout ça. Et donc, le patient, spontanément, il est déjà en situation d'hypnose, mais c'est une hypnose négative. C'est une anticipation négative. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une anticipation négative? C'est ce qu'on appelle généralement le stress. Dans le stress, on n'est pas là, on est là-bas. Et là-bas, on ne peut pas s'occuper du malade quand il est là-bas, parce qu'on ne sait pas où il est. Par contre, il faut qu'on le ramène ici, au présent, avec nous. Et c'est ça qui va nous importer, en tout cas au tout début. Donc cette alliance, elle repose évidemment essentiellement, ou d'abord, sur l'écoute du patient. Et vous savez à quel point les soignants, on interrompt le patient dès qu'il commence à parler. Lorsque vous laissez un patient parler sans l'interrompre, il dépasse rarement 2 minutes.
Et lorsqu'on fait des études, il y en a eu plusieurs qui ont été faites, généralement le patient est interrompu au bout de 20 à 30 secondes. Ça veut dire qu'on lui a coupé la parole et qu'on a pensé à sa place, on a décidé à sa place. Alors en fait, on n'a pas toutes les informations puisqu'il n'a pas tout dit. Voyez, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, l'écoute. Et si vous regardez d'autres études, vous verrez que les patients, la plainte principale des patients, c'est le manque d'écoute. Donc écouter, ça veut dire quoi? Ça veut dire être ouvert, curieux, être dans la position de celui qui va apprendre quelque chose de l'autre, et pas du tout dans la position de celui qui doit répondre. Voilà, et ça c'est le problème, c'est qu'on a toujours envie de répondre, alors qu'on n'est pas obligé de répondre. Parce que le patient, finalement, sa première demande, c'est d'être écouté. L'ouverture inconditionnelle permet à l'autre de s'exprimer librement, de laisser apparaître ses idées, ses besoins, ses choix, et il va y avoir donc des résonances interpersonnelles qui vont s'installer. Voilà. Alors, cette méthode narrative va créer des relations qui ne sont pas hiérarchiques entre le soignant et le patient. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose d'important. Et on le verra éventuellement tout à l'heure avec l'utilisation de l'humour. C'est-à-dire qu'on va abolir les barrières pour permettre aux patients justement de bien s'exprimer. Anne Berquin, qui est un professeur de rééducation belge de Louvain, nous dit, en se plaçant à l'écoute de la personne, alors le médecin, mais on peut dire le soignant, doit se dévoiler d'une certaine manière, être un peu plus qu'un médecin, de telle sorte que le patient puisse être un peu plus qu'un patient. Voilà qui est vraiment fondamental, c'est-à-dire là on entre dans une relation humaine. Évidemment qu'on a toujours notre savoir médical et technique, mais c'est pas ça qu'on doit mettre en avant tout de suite. C'est d'abord la qualité de la relation. C'est important parce que grâce à ça, le patient va nous livrer des informations qui vont nous être utiles quand on va faire notre séance d'hypnose. Après cette étape narrative vient l'accordage cognitif. C'est seulement à ce moment-là, une fois que le lien est établi, qu'on va voir est-ce qu'on parle tous les deux, le patient et le thérapeute, de la même chose. Et c'est là qu'il va falloir faire cet accordage cognitif qui est très important, en particulier dans le domaine de la douleur. Il se fait en utilisant tout ce qui caractérise le malade, son langage, sa culture, sa religion, son statut professionnel et social. Parce que tous ces éléments-là vont intervenir dans la perception qu'a le patient de son problème. Et ça nous force un peu à nous poser la question suivante, quelle est la personne qui est en face de moi? Voilà. Alors, ces renseignements-là, ça ne prend pas de temps, c'est l'affaire d'une minute ou deux, en 2 ou 3 questions. Et puis, plus la personne va se sentir à l'aise avec nous, et plus elle va nous livrer d'informations, évidemment. Le patient doit alors définir ses objectifs de façon précise et dire comment il a fait jusqu'ici pour tenter de les atteindre. C'est ce qu'on appelle en thérapie brève des tentatives de solution. Par exemple, une femme crie quand elle a mal. Si ça ne marche pas, on peut lui proposer autre chose. Vous voyez ? Mais il faut faire le constat avec elle que ça ne marche pas. Donc comment on va faire ? On va lui proposer même de crier plus fort. Parce que si elle pense que crier, ça va soulager sa douleur, et que la douleur n'est pas soulagée, c'est peut-être parce qu'elle ne crie pas assez fort. Donc on va lui demander de crier plus fort. Voire on va crier avec elle. Et si vraiment là, on fait le constat tous les deux que on n'avance pas, alors on va être amené à proposer des solutions différentes, comme le déplacement de la douleur par exemple. Alors, je vais vous donner ce cas clinique tout de suite. C'est une dame qui vient dans notre maternité pour accoucher, alors qu'en fait, elle est suivie à Paris dans une maternité. Elle vient voir sa famille dans le Pas-de-Calais et elle est très imprudente parce qu'elle n'a pas pris son dossier. Elle est à 8 mois et demi de grossesse, donc elle fait 200 km de chez elle. Et puis, elle arrive, et puis le matin, à 6h30, un dimanche matin, le travail se met en route. Et elle vient dans la première maternité qu'elle trouve sur sa route, donc elle arrive chez nous. Et là, on n'a rien. Elle n'a même pas sa carte de groupe sanguin. Vous imaginez la situation. Donc, on est obligé de refaire un bilan, de lui faire une prise de sang, d'avoir au moins le minimum. Et alors, comme elle souhaite avoir une péridurale, on refait la consultation d'anesthésie, on refait le bilan de coagulation, mais ça prend du temps. Et c'est un dimanche matin. Et il est 6h30 du matin. Donc c'est pas facile, ça va pas vite. Alors je vois la dame et puis je vais boire un café en attendant les résultats. Puis je l'entends crier. Bon, comme je suis à côté, je vais la voir et puis je lui dis, voilà, vous criez, c'est bien, mais est-ce que ça vous soulage suffisamment? Non, bon, vous pouvez crier plus fort, elle essaye.
mais ça ne marche pas non plus. Et là, je lui propose donc le déplacement de la douleur, c'est-à-dire, est-ce qu'au lieu d'avoir mal au ventre, vous accepteriez d'avoir mal aux pieds? Voilà, donc c'est quelque chose qui est surprenant comme méthode. Un peu surprise, elle dit pourquoi pas, bien sûr, puisque si on lui propose une solution à son problème de gestion de la douleur, elle ne va pas la refuser. Et donc, je dis, prochaine contraction, vous allez avoir mal au pied droit. Et puis, la contraction arrive, et puis, bon, je dis, ouais, c'est pas terrible, hein, j'ai bien vu que votre pied, il avait pas mal. Un pied qui a mal, il doit être tordu, il doit se crisper, donc il faut qu'elle s'installe dans son pied, sinon elle ne peut pas transférer sa douleur. Et donc, au fur et à mesure des 2 ou 3 contractions suivantes, elle va comprendre le mécanisme du transfert de la douleur. Et puis, elle va, chaque fois qu'elle aura une contraction, crisper son pied et elle se crée une douleur virtuelle. Et comme le cerveau ne peut pas enregistrer 2 douleurs en même temps, eh bien, il va passer plus de temps sur la douleur virtuelle. Si vous vous cassez un bras et une jambe, vous aurez alternativement mal au bras ou à la jambe, mais jamais les 2 en même temps. Alors là, on va créer cette douleur artificielle, virtuelle, qui va l'aider. Alors, vous savez, c'est dans l'actualité, je ne sais pas si vous l'avez lu, ça a été réactualisé, cette méthode, qui est une méthode très ancienne, que les sages-femmes connaissent, c'est d'accoucher avec un peigne. Est-ce que vous avez... Non, personne ne connaît? Alors, en fait, il faut prendre un grand peigne, avec des dents bien pointues, bien solides, et on donne le peigne à la parturiente, et quand la contraction arrive, on lui demande de serrer le peigne. Donc, en fait, elle crée une deuxième douleur. D'accord? Mais moi, l'avantage de ma deuxième douleur, c'est qu'elle est virtuelle. Donc le pied, en fait, en vrai, il a pas mal. Tandis qu'à force de serrer le peigne, vous risquez d'avoir une sacrée blessure. Mais c'est tout aussi efficace. C'est le même principe. Vous voyez que c'est pas. Ça, au départ, ça paraît un peu curieux, mais en fait, c'est ça. Et puis, voilà, l'accouchement va être assez rapide et finalement, on n'aura pas le temps de lui poser une péridurale. Et puis, le lendemain, quand je vais débriefer avec elle dans sa chambre, je lui dis, bah alors voilà, c'est bien, vous êtes bien débrouillé et tout ça. Et puis elle me dit, bah vous savez qu'après l'accouchement, on a encore des contractions. Et ben à chaque fois que j'ai une contraction, j'ai mal à mon pied droit. Super. Alors je lui dis, oui, mais attention, vous allez partir à Paris. Elle dit, ouais, j'ai été accouché chez les Ploucs du Pas-de-Calais, alors maintenant j'ai mal au pied droit. Et puis elle me dit, bah c'est rien, la prochaine fois j'aurai mal au pied gauche. Donc vous voyez l'appropriation de la technique, parce que ça marche bien, donc les gens sont d'accord pour l'utiliser. Mais vous voyez, c'est bien faire autrement. Et en fait, c'est ça le problème. C'est est-ce qu'on accepte, nous, les soignants, d'arrêter d'utiliser la logique ordinaire, qui donc est prisonnière des schémas rapides de connaissances, hein, des protocoles, etc. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas de protocole, hein, attention, j'applique des protocoles moi-même. Mais il faut quand même savoir de temps en temps un petit peu sortir du cadre, un petit peu ruser, et utiliser des stratagèmes de logique non ordinaire, sans avoir peur de surprendre et d'être surpris. Souvenez-vous de cette phrase de Léonard de Vinci, « L'expérience ne trompe jamais, ce sont nos jugements seuls qui nous trompent ». Alors on va passer sur William James, mais une autre attitude importante pour nous, c'est de se libérer de la pensée causale, le pourquoi. Le patient nous demande toujours pourquoi, etc. Et c'est assez obsédant, en particulier dans le domaine de la douleur. Voilà. Et si on a des questions qui commencent par pourquoi, en fait, on n'a pas toujours la possibilité de répondre. Et donc, il va falloir dire au patient, cette question que vous venez de me poser, qui commence par pourquoi, est-ce que vous voulez bien la transformer en une question qui commence par comment? Donc, pourquoi j'ai mal, ça deviendrait comment je fais pour tolérer ma douleur. Donc, vous voyez, on passe de quelque chose qui est causal à quelque chose qui est une solution, une recherche de solution, comment. Et ça a l'air tout simple. Et en fait, le changement de vocabulaire est quelque chose d'important. Donc, par exemple, ne pas hésiter à demander au patient de reformuler sa plainte. Voilà. Redites-moi la même chose sans utiliser le mot, par exemple, stress. Avec moi, on ne parle jamais de stress. Et si le mot arrive, stop, changez la phrase. Et cette gymnastique-là est vraiment très importante pour permettre à la personne de comprendre qu'elle est enfermée dans quelque chose. Et que déjà en changeant le vocabulaire, elle peut sortir de ça. Donc on passe du savoir abstrait au savoir-faire concret, et donc de l'analyse du pourquoi, l'évaluation d'un mode de fonctionnement qu'on souhaite modifier.
Et une fois que le problème est défini, on s'efforce de décrire des changements concrets qui, une fois réalisés, permettront d'affirmer que celui-ci est résolu. Donc ce qui nous intéresse, c'est le plus petit changement possible. Grâce à ça, si le patient perçoit un petit changement alors qu'il pensait que sa situation était figée, alors il est d'accord pour continuer. En étudiant les tentatives de solutions qui ont échoué, on comprend la persistance du problème et on perçoit ce qui pourrait être efficace. Comment trouver des solutions? Eh bien, la communication est un bon point de départ. Alors la communication, eh bien, on va schématiser beaucoup, bien entendu. Elle suit les règles de l'école de Palo Alto. Donc Palo Alto, c'est une école de psychiatrie qui se trouve près de San Francisco, qui est une école très ancienne, qui a été fondée par des élèves de Milton Erickson. Donc vous voyez que l'hypnose était déjà très présente. Et à l'école de Palo Alto, non seulement on a établi les règles de la bonne communication thérapeutique, mais on a aussi créé la thérapie systémique, thérapie familiale, etc. etc. Donc c'est quand même une école très importante. Et pourquoi c'est intéressant cette école de Palo Alto? C'est parce qu'elle mélange des psychiatres, des psychologues, des anthropologues, des physiciens, des cybernéticiens, etc. Et tout le monde met en commun ses pratiques et ses connaissances, et ça fait évoluer les choses de façon différente. Souvenez-vous de cette phrase de l'écrivain Bernard Werber: entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je dis, ce que vous entendez, ce que vous croyez entendre, ce que vous voulez comprendre, ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas s'entendre. Et c'est bien souvent ça. Souvent avec nos patients, c'est la tour de Babel. Oui, tout le monde rit, mais réfléchissez. Et surtout, dès demain, pensez-y. La première règle de Palo Alto, c'est très simple. Il est impossible de ne pas communiquer. Voilà. Donc le silence est un mode de communication. Tourner le dos à quelqu'un, c'est un mode de communication, etc. etc. Et donc l'idée, c'est comme on ne peut pas ne pas communiquer, eh ben, apprenons à le faire. Parce que la communication, ce n'est pas forcément naturel chez tout le monde. Alors là, je vous présente une diapositive qui est fausse, mais je la présente et je vais vous dire pourquoi. Donc vous savez que dans la communication, depuis les années 60, 50 même, on a bien défini qu'il y avait un langage verbal, qu'il y avait un langage paraverbal qui était la voix, et il y avait un langage non verbal qui était le corps. Et dans le corps, il y a la façon de s'habiller, de se tenir, etc., etc. Alors les pourcentages que vous voyez là, donc c'est une étude qui a été faite par un certain Marabian dans les années 60, et tout le monde s'est fixé là-dessus. C'est-à-dire, on s'est dit, il faut attacher les mots, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Alors Marabian, il y a 5 ans à peu près, il s'est étonné que son étude ait eu autant de succès. Bon. Alors pourquoi? Parce qu'en fait cette étude a été faite sur 10 personnes, qui étaient 10 femmes, et il s'est intéressé à la communication avec ces 10 femmes à partir d'un seul mot. Bon, vous voyez qu'il y ait seulement 7% de langage verbal, on n'est pas surpris. Mais l'intérêt de l'étude, c'est que surtout il nous a sensibilisés au fait que le langage du corps était un langage important et que l'utilisation de la voix était quelque chose d'important. Alors, dans le langage non verbal, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le regard, bien sûr, il y a l'attitude. On se met parfois en miroir avec la personne qui est en face de nous. Il y a les gestes, il y a la proxémie, c'est-à-dire la distance qu'on va mettre entre le patient et nous. Et il faut avouer qu'en obstétrique, la proxémie, on rentre dans la zone intime du patient, de la patiente. Donc voilà. La façon de toucher, bien sûr. Et n'oubliez pas que le toucher est un sens réciproque. Donc si je touche le patient me touche. Et je peux avoir des réactions parce que je n'ai pas envie d'être touché par certaines personnes. Moi aussi. Vous voyez, donc il y a toute une approche à bien préciser. À propos du toucher, François Roustan dit « Le toucher est l'indispensable nutrition de l'animé ». L'animé, c'est comme du temps de Mesmer, alors que Roustan était un de mes professeurs, donc il était récent. L'animé, c'est comme le magnétisme animal, c'est-à-dire dans le mouvement. Autre notion importante, le recueil des données se fait au travers des informations qui sont fournies par nos 6 sens, et non pas 5. Donc les 5, c'est bien sûr la vue, l'audition, l'odorat, la kinesthésie et le sens du goût, la gustation. Et puis il y a un 6e sens depuis quelques années maintenant qu'on a rapporté, qui est la proprioception, c'est-à-dire la perception globale du corps. Et cette proprioception, elle se divise elle-même en 2, c'est-à-dire l'interoception, c'est-à-dire ce que je ressens à l'intérieur de moi. Alors chez la femme enceinte et au moment de l'accouchement, bien sûr, les contractions
sont vraiment des modèles d'interoception. Et puis il y a l'extéroception, c'est-à-dire ce que je ressens à l'extérieur de moi, sur la peau, la pression, la température, etc., etc. Et alors, ça on va le passer. Et donc notre idée quand on fait de l'hypnose, c'est bien sûr de modifier les perceptions. Lorsque le patient est dans une situation qui le sort de ses repères, il est spontanément dans une auto-hypnose négative, je vous l'ai dit tout à l'heure, il se focalise sur ce qui le préoccupe et son mode de communication va changer. Et il va falloir le rejoindre là où il est dans un premier temps. Comment on va le rejoindre là où il est? C'est en validant sa peur, ses pleurs éventuellement, sa crainte, sa plainte. Si vous faites l'expérience, mais vous l'avez sûrement déjà faite, on voit quelqu'un qui pleure après un deuil, non mais il ne faut pas pleurer, machin. Ben si, pourquoi il ne faut pas pleurer? Si la personne pleure, on valide. Bah, si elle pleure, c'est que ça lui fait peut-être du bien, que c'est peut-être nécessaire pour elle, que c'est peut-être dans la culture de sa famille, de ses origines, de pleurer, etc., etc. Donc vous voyez, alors si on ne va pas rejoindre le patient comme ça, si on ne valide pas, en fait on valide ce qui est là, en fait c'est tout, eh bien déjà la relation est mal partie. Parce que ça veut dire qu'on ne reconnaît pas au patient le droit d'être comme il est. C'est tout. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a validé sa peur, sa crainte, eh bien, on va essayer de transformer l'état d'auto-hypnose négative en une auto-hypnose positive. Alors, pour ça, il va falloir ramener le patient dans le présent. Car il n'est pas là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on est dans le stress, dans l'angoisse, on se projette dans un futur qui est évidemment très incertain. Quand on est déprimé, bien sûr, on est dans le passé. Et donc finalement, avec les gens qui sont déprimés, il va falloir avoir la même attitude, c'est-à-dire les ramener dans le présent. Alors, pour revenir très vite au présent, il y a 3 façons de faire. La première, c'est la respiration. Et ça, tout le monde le sait, parce que la respiration, ça se fait au présent, et uniquement au présent. On ne peut pas dire ce soir j'ai beaucoup de choses à faire, je vais respirer pour ce soir, comme ça je serai tranquille. Non, ça ne marche pas, heureusement d'ailleurs. La deuxième façon de faire, c'est l'humour. Voilà, là aussi. Alors, l'humour de façon respectueuse, bien entendu. Hein. Ça sert à dédramatiser la situation, ça c'est sûr. Et pourquoi ça ramène au présent? Parce que si je vous raconte une blague, soit elle est bonne et vous allez rire tout de suite, soit elle est pourrie et même ce soir, vous ne rirez pas. Donc on est bien d'accord, ça vous ramène quand même au présent. Et puis l'intérêt de l'humour, si vous voulez, c'est que ça va enlever la barrière relationnelle. C'est-à-dire, voilà, quand je pose une péridurale, c'est toujours un jeu JEU, et on s'amuse. Voilà, et moi, une péridurale réussie, c'est d'abord une péridurale dans laquelle tout le monde s'est amusé, la patiente, la sage-femme, le mari, etc., etc. Et moi, évidemment. Et quand on est comme ça, alors après, on n'a plus peur de l'autre, parce qu'on a partagé quelque chose qui est le rire. Et enfin, évidemment, la troisième façon de faire, c'est d'utiliser l'imagination afin de créer un présent qui va se substituer au réel. Par exemple, notre patiente arrive, voilà, il est 10h40, on est mercredi. Eh bien, si vous n'étiez pas là, qu'est-ce que vous auriez fait ce matin? Ah bah j'aurais fait des courses, ou bien j'aurais été voir ma copine. Très bien, fermez les yeux, allez-y, faites ce que vous deviez faire. Vous voyez, on va sortir la personne du contexte dans lequel, en fait, elle échappe. Et on va donc créer ce qu'on appelle un présent virtuel. Et puis n'oublions pas une chose importante, c'est que l'hypnose, c'est une thérapie corporelle. C'est à travers le corps que s'exprime le problème, et c'est à travers lui que devra passer la solution. Voilà, donc attention à ne pas rester que dans la cognition pour expliquer, pour ceci, cela. Il faut que ce soit ressenti par le corps, il faut qu'il y ait une incarnation. La description phénoménologique aide à entendre les ambiguïtés du corps pour ce qu'il est, à la fois sensation physique, ressenti émotionnel et lieu d'intégration des expériences vécues hier et aujourd'hui. Donc le corps, c'est tout cet ensemble-là. Ce n'est pas seulement quelque chose d'inerte, et on doit s'en préoccuper autant que de ce qui se passe dans l'esprit. Alors, le symptôme est à prendre en considération tel que le patient le présente. Ça, c'est aussi très important. Il a une boule d'angoisse, il a un coup de couteau dans le ventre, il y a un étau qui serre sa tête quand on a affaire à des gens qui sont migraineux, etc. etc. Et c'est intéressant parce que finalement, le patient nous parle de son problème de façon métaphorique. D'accord? Et finalement,
Jusqu'à maintenant, on avait essayé de s'occuper de son problème de façon réelle, c'est-à-dire on s'occupait d'une migraine, on s'occupait de choses comme ça. Eh bien nous, on va s'occuper de l'étau. On ne va pas s'occuper de la migraine, on va s'occuper de l'étau parce que c'est comme ça que le patient représente son problème. La boule d'angoisse, ben c'est pareil, on va s'occuper de la boule. Comment on va faire? On va faire ce qu'on appelle une réification. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas travailler sur le problème, mais sur sa représentation. Donc vous avez une boule qui caractérise votre angoisse. Comment est cette boule? Quelle est sa taille? Quelle est sa consistance? Quelle est sa couleur? Quelle est sa mobilité? Est-ce que si je la bouge, ça fait du bruit, etc. Donc je vais essayer d'obtenir une description de la boule qui va être en fait une description plus précise, de plus en plus précise du symptôme. Mais plus le patient décrit sa boule, et plus il entre en hypnose. D'accord? Et une fois que j'aurai suffisamment d'éléments, 5, 6, voire plus, si je peux, qui correspondent à l'image qu'il se fait de son problème, alors je vais lui suggérer de dire, et maintenant, est-ce que vous pouvez modifier la taille de votre boule? Si c'était par exemple une balle de tennis, est-ce que ça pourrait être un cochonnet de jeu de pétanque? Est-ce que si c'était une boule qui était rouge, est-ce que jaune, ça pourrait pas être plus doux? Est-ce que, vous voyez? Et on va travailler sur cette représentation. Alors évidemment, quand on le dit comme ça paraît curieux, mais croyez-moi, les patients adhèrent très très vite à ce petit travail, et ils sont très surpris à la fin de beaucoup moins ressentir leurs symptômes. Alors le symptôme ne disparaît pas, évidemment, mais il s'atténue et il rend la vie plus facile aux patients. Et évidemment, on va suggérer aux patients, si ça marche bien, de dire, ben voilà, si la boule revient, refaites le travail. D'accord? En utilisant la réification, donc ça je viens de le dire, une autre façon de faire, c'est le phénomène d'objectivation. Et bien entendu, l'utilisation des métaphores. Alors, le phénomène d'objectivation, Milton Erickson, il n'a pas beaucoup écrit sur la femme enceinte, mais il a beaucoup insisté sur ça. C'est-à-dire, mais c'est ce qu'on a l'habitude de faire, hein, c'est-à-dire, au lieu de ressentir votre contraction grâce à l'interoception, regardez votre contraction sur le monitoring, par exemple. Donc la contraction, elle n'est pas là, elle est là. Vous voyez? Donc vous la suivez. Voilà. Et ce décalage, cette dissociation, hein, l'hypnose est un phénomène de dissociation la plupart du temps, eh bien ça peut aider à passer des caps. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de possibilités qui peuvent être mises en place de façon vraiment très simple, hein, et ça ne prend pas beaucoup de temps. Alors malheureusement, je n'ai pas la vidéo, mais sans doute que vous la connaissez déjà. C'est une petite vidéo très courte d'une sage-femme américaine qui va expliquer ce que c'est que l'accouchement assez parturiant lors de la préparation. Et donc elle va prendre un ballon de baudruche et dans lequel elle va mettre une balle de ping-pong. Et elle va gonfler son ballon de baudruche, elle va l'inverser, elle va tirer un petit peu, donc elle va avoir fait un utérus. En fait, il y a le ballon de baudruche a un petit col qui est fermé, la balle de ping-pong se met en bas, donc elle coince et le ballon de baudruche reste, qui symbolise l'utérus, reste ouvert. Et donc elle explique ce que c'est qu'un accouchement. À la fin de votre grossesse, vous allez avoir des contractions. Mais ces contractions, elles viennent sur le côté et ça ne bouge pas. Ce n'est pas des contractions d'accouchement. Par contre, si vous sentez que vos contractions viennent d'en haut, alors là, c'est les contractions d'accouchement. Et elle va créer des pressions à partir du haut. Et qu'est-ce qui va se passer? On va voir le col se raccourcir. Et après, on va voir la dilatation du col. Et après, la balle de ping-pong va sortir. Et ce qui fait que quand vous allez, ou quand les sages-femmes disent à la personne, bah non, le col n'est pas assez effacé, ou ceci, cela, la personne peut se représenter, objectiver donc ce qui se passe. Et elle comprend mieux ce qui se passe. Et donc elle sait que si le col n'est pas effacé, il ne peut pas y avoir de dilatation, etc., etc. Donc ça donne une notion du temps qui est un peu différente, si vous voulez. Voilà, donc ces phénomènes d'objectivation, ils sont vraiment très importants. Alors, autour de la naissance, ben, évidemment, on le sait bien, la femme est au centre. On envisage ses buts, ses craintes, ses incertitudes, ses urgences personnelles, familiales, socioculturelles, etc., etc. Et pas du tout ceux du médecin ou de la sage-femme. En principe, il y a un projet commun, bien sûr, mais ça, en obstétrique, il est tellement évident. Il faut surtout aider la femme à mettre en valeur ses qualités, ses ressources, ses valeurs, et surtout les amplifier, bien sûr. Voilà, parce que on a tendance à souvent se dévaloriser. Alors l'hypnose, c'est vraiment quelque chose qui repose sur la recherche des ressources du patient. Ça, c'est un des gros héritages de Milton Erickson. Donc l'hypnose va permettre, donc on l'a vu, de créer une meilleure alliance thérapeutique,
une alliance qui va être sécure, comme dirait Cyrulnik, par la communication hypnotique, par l'hypnose conversationnelle et par l'hypnose formelle. Eh bien, ces trois techniques-là, on va pouvoir les utiliser autour de la naissance. Donc, qu'est-ce qui nous gêne? C'est que souvent, la parturiente a des informations qui sont soit absentes, soit un peu erronées. Donc, il y a un manque de confiance en elle ou en son entourage. Il y a des expériences passées qui peuvent être douloureuses dans le domaine de la naissance et qui vont faciliter la mise en place de stratégies inadaptées. L'appréhension d'une épreuve, la peur de souffrir, ça existe beaucoup. Le stress, et n'oubliez pas, le stress, par son action d'augmentation de la sécrétion des catécholamines, diminue l'effet de l'ocytocine et des endorphines sur l'utérus. Donc plus on est stressé, plus on a mal. Et ça a déjà été bien prouvé dans le domaine de la douleur chronique. C'est à peu près 30% d'augmentation de la douleur en cas de situation stressante. Donc on doit aider cette dame à retrouver des compétences, des ressources, un recadrage, on l'a vu tout à l'heure, cognitif, par rapport aux croyances limitantes, etc., etc. Et on doit l'aider à se projeter dans un futur proche après l'accouchement qui s'est bien passé. Voilà. Moi, lorsque je fais de la préparation pour des accouchements qui se passent sous hypnose, dès le premier rendez-vous, on imagine la première promenade qui sera faite par la famille après le retour à la maison avec le bébé. Alors, cette première promenade, au départ, surtout si on a affaire à une primipare par exemple, elle est très sommaire parce que on n'a pas de poussette, c'est assez pauvre en fait. Et au fur et à mesure des rendez-vous, on a eu des premiers cadeaux, on a pensé, on a la poussette, on a ceci, on a cela, et donc on va enrichir cette promenade qui est une projection. C'est-à-dire si je peux imaginer que je me promène avec mon bébé, mon mari, les autres enfants, etc., etc., ça veut dire que donc j'ai bien accouché et que le bébé va bien. Vous voyez, donc c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire on utilise le futur pour modifier le présent. C'est curieux comme temporalité. Mais c'est ça qui est important, c'est le présent. Alors tous les moyens sont bons. François Roustan, dont on parlait tout à l'heure, nous avait posé comme question, en grammaire, on a tous appris qu'il y avait 3 temps, le passé, le présent et le futur, en schématisant, bien sûr, on ne va pas parler des plus que parfaits, etc. Mais il nous dit, dans la vie, il n'y a que 2 temps. Alors lesquels? Bon, je vous fais grâce de toutes les combinaisons possibles, parce qu'à chaque fois, je vous dirai non. Et donc, en fait, il n'y a que 2 temps, c'est-à-dire la présence ou l'absence. Vous êtes là ou vous n'êtes pas là. C'est ça qui nous intéresse. Est-ce que notre patient est là? Et aussi, est-ce que moi, je suis là? Est-ce que je ne suis pas aussi en train de m'occuper de quelqu'un qui est dans une autre salle? Est-ce que je ne suis pas encore moi-même en train de me dire, zut, il faut qu'elle se dépêche parce que je dois chercher mes enfants à l'école, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est ça qui est important dans l'idée d'être au présent, mais il faut que ce soit un présent qui soit vraiment partagé. Donc projection dans le futur, mais là c'est une projection qui est contrôlée, qui est suggérée. Ce n'est pas la projection de la personne qui est stressée. Et puis on peut utiliser aussi des modifications sensorielles qui permettent d'atténuer la douleur, de travailler avec la respiration, d'obtenir un relâchement musculaire de confort, et une modification de la perception du temps en dehors des contractions. Donc vous voyez, toutes ces choses-là peuvent se modifier grâce à l'hypnose. Par exemple, une sensation de brûlure, par exemple. On peut suggérer que on va mettre une poche de glace, ou bien qu'on est dehors, qu'il y a de la neige, qu'on va mettre sa main dans la neige, ou tout ça. Enfin bref, il y a plein de façons de faire. Et puis d'un seul coup, dire, est-ce que maintenant, vous n'avez pas l'impression de ressentir que des picotements? Voyez, donc quelque chose qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus intermittent, etc. etc. Donc il ne faut pas hésiter à modifier ces perceptions, alors que ce n'est pas naturel pour nous de le faire. Alors, bon, ça on va le passer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais ce qui nous importe, c'est d'utiliser tout ce qui va diminuer le stress, tout ce qui va permettre de lever les anticipations négatives, les craintes, les incertitudes, tout ce qui permet de créer un environnement sécurisant. Alors, bon, ça, je vous ai dit, Milton Erickson, lui, il parle de l'objectivation en permanence, pour que la femme soit libre et indépendante. Mais on va voir un petit peu sur le plan pratique tout ça, comment on peut l'appliquer. Donc on va le voir dans les différentes situations. Donc quand on est en consultation pour l'obstétricien et la sage-femme, bien sûr, il faut connaître l'histoire médicale de la patiente, ses aléas. Il faut débriefer tout ce qui ne l'a pas été pour la parturiente, pour la patiente,
lors d'accouchements précédents, bien sûr, et éventuellement aussi pour ses proches. Et ça, c'est intéressant. Vous allez voir après, je vous donnerai un cas clinique, vous allez voir que ça peut être tout à fait dramatique. Il faut informer simplement sur le déroulement des actes médicaux, repérer les patientes qui ne pourront pas avoir de péridurale parce qu'elles ont des problèmes cutanés, des problèmes de coagulation, et proposer éventuellement une préparation grâce à l'hypnose. Évidemment, on va évaluer le niveau de stress et le niveau de la préparation. Et puis, lors des consultations, eh bien, ne pas oublier qu'une courte dissociation peut permettre de rendre une amyosynthèse plus facile, un examen plus facile. Pour, par exemple, les versions par manœuvre externe, alors il y a une étude française et une étude israélienne qui ont été faites qui ne montrent pas. Alors, soit on injecte du Valium, soit on fait une séance d'hypnose. Et en fait, au niveau du résultat de la version, c'est pas mieux d'un côté ou de l'autre. Par contre, le vécu est nettement meilleur quand on fait de l'hypnose que quand on fait simplement du Valium. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes parce que ça apporte du confort à la personne, tout simplement. Quand on est en consultation d'anesthésie, c'est pareil, connaître l'histoire de la personne, débriefer ce qui ne l'a pas été. Alors, j'ai marqué cas clinique, le sac de sable. C'est une dame que j'ai vue à la consultation d'anesthésie normale et qui a accouché 10 ans avant. Et 10 ans avant, cet accouchement a été pour elle tout à fait dramatique parce qu'il y a eu une énorme hémorragie de la délivrance. Alors, elle était dans une maternité de niveau 3. Et puis, donc, tout le monde est arrivé. Donc l'interne, après le chef de clinique, après le chef de service, etc. etc. Et puis, à un moment, donc elle a eu 3 révisions utérines, et à un moment, donc elle avait une péridurale donc, qui était encore efficace, donc elle n'a pas été endormie. Et à un moment, elle dit, on a posé quelque chose sur mon ventre, et je pensais que c'était mon bébé qui ne bougeait pas. Et je me suis dit, il est mort. Et elle est restée avec cette idée que son bébé était mort. Et puis la situation clinique s'est arrangée, et puis quelques minutes après, on lui a ramené un bébé vivant. Et là, elle s'est dit, c'est pas le mien. Et pendant 10 ans, jusqu'à cette consultation d'anesthésie, pendant 10 ans, elle était persuadée d'élever un enfant qui n'était pas le sien, que le sien était mort à la naissance. C'est complètement fou de voir un tel trouble de parentalité. Et donc, quand elle me raconte ça, évidemment, comme tous dans la salle, je me dis, non, c'était pas un bébé mort, c'était un sac de sable qui était enroulé dans un champ, comme on enroule les bébés dans des champs. Et donc, le simple fait de lui expliquer ça, donc de faire ce qu'on appelle l'accordage cognitif, j'ai vu dans son regard qu'elle s'était réapproprié son enfant, et elle me l'a dit. Elle dit, donc, c'est mon enfant. Ben oui, madame, c'est votre enfant. Vous voyez ? Et ça, c'est vraiment des choses qui passent complètement inaperçues. Et c'est pour ça qu'avec Agnès, avec Anne-Sophie Duclos aussi, on se dit qu'il est important de pouvoir créer des consultations, de débriefing des accouchements traumatiques, mais que ces consultations soient faites d'abord et avant tout par des gens qui sont en salle d'accouchement. Parce qu'on a l'expérience avec des psychiatres, avec des psychologues qui ne savent pas très bien en fait ce qui se passe. Par exemple, cette histoire du sac de sable, un psychologue qui n'a pas été en salle d'accouchement ne sait pas et ne peut pas donner cette explication-là. Et donc, on reste encore dans le traumatisme après. Enfin, c'est un cas extrême, évidemment, hein, mais quand même. Une autre, là, c'est plus anecdotique. Hein. Une autre jeune femme, elle a 22 ans, elle vient pour son 3e enfant, elle a eu le premier à 16 ans, le deuxième à 18 ans. Les 2 premières fois, elle n'a pas fait de péridurale. Et là, elle demande une péridurale. Alors, un peu curieux, je lui dis, qu'est-ce qui vous fait changer d'avis, puisque vous avez déjà quand même une bonne expérience. Ah, elle me dit, les 2 autres fois, je n'ai pas fait de péridurale, c'est parce que je voulais faire chier ma mère. Ah, bon, parce qu'elle pensait que j'y arriverais pas. Et je dis, mais alors maintenant, pourquoi vous changez d'avis? Elle dit, pas parce qu'elle est morte. Elle dit, vous comprenez, j'ai douillé quand même. Donc voilà, l'expression de quelque chose qui a... Bref. Recueillir les craintes, les angoisses, etc. Mettre à plat le plus d'éléments possible. Alors la phobie des aiguilles, la phobie des piqûres, bien sûr, hein, ça c'est important, et de bien les distinguer. Mais là c'est pareil, il faut écouter ce que dit la personne. D'accord ? Il faut écouter ce que... Par exemple, une dame qui me dit non, je ne veux pas de péridurale parce que j'ai peur des piqûres. Ah bon, d'accord ?
Mais vous avez peur de quelle piqûre? Ah, moi j'ai peur des intraveineuses. Bon. Ah, donc ça veut dire que si je vous fais une péridurale qui n'est pas intraveineuse, vous êtes d'accord? Ah bah oui, mais il ne faut pas que ce soit intraveineux. Non, non, mais attendez, je vais le noter sur le dossier. Non, ne pas faire de péridurale intraveineuse à madame machin, je mets mon tampon, je signe, je dis, voyez, comme ça, si c'est pas moi, même mes collègues, ils sauront que vous, on ne fait pas de... Donc vous êtes d'accord? Oui, alors signez. Et puis hop, voilà. Donc c'est le côté manipulateur hein, de ce type de communication, mais c'est quand même important, parce qu'on a fait avancer cette dame. Vous voyez? C'est ça qui est... Alors, il y aurait des tas d'autres exemples à donner, mais bon, on va essayer d'avancer pour donner la parole à Agnès. Alors, informer bien sûr sur le déroulement des actes médicaux, sur les possibilités offertes par l'hypnose. Et puis parfois, quand il y a vraiment trop de stress, eh ben moi je ne dis rien. Je dis à la personne, bah écoutez, on verra quand vous serez là. Voilà. Parce que de toute façon, quoi que je vous dise, vous allez être encore plus stressé. Donc, de façon volontaire, avec vous, je ne dirai rien. Au revoir, madame. Voilà. Et puis, c'est intéressant parce que cette dame, je l'ai revue parce que c'était la femme d'un psychologue qui travaillait avec nous. Et donc, j'étais présent à son accouchement. Et donc, pour la péridurale, ça a été pareil. Je dis non. Je dis ou je vous la fais ou je vous la fais pas. Sinon, rien. Voilà. Et elle a accouché 3 fois. Et elle a eu 3 enfants. Et 3 fois, ça s'est passé exactement de la même façon. Et finalement, tout s'est bien passé. Mais bon, c'était pas forcément une partie de plaisir pour moi. Alors, lorsqu'on va poser la péridurale, eh bien, la dame est déjà en transe négative, hein, on l'a dit. À ce stade, l'hypnose va permettre de poser la péridurale plus facilement, plus confortablement pour la patiente et pour l'anesthésiste. Mais pour l'anesthésiste, si c'est lui qui fait la séance d'hypnose, alors il y a 2 problèmes. Le premier, c'est qu'on est dans le dos, donc on n'a pas accès au langage corporel de la personne. Donc on va avoir une communication qui va être essentiellement verbale. Et en plus, si on doit gérer l'hypnose et la péridurale, alors il faut faire attention à ne pas être trop perturbé par la façon dont on va procéder. Alors, bien sûr, on va faire attention à notre vocabulaire. On ne va pas dire, quand on badigeonne, que c'est froid. Il suffit de dire que c'est frais et la personne ne sursaute pas. On ne va pas piquer, bien sûr. On va poser une perfusion. Hein. Et piquer, c'est ça. Poser, c'est ça. Et rien que ça change tout, si vous voulez, au niveau du vocabulaire. Donc, c'est vrai qu'il va falloir qu'on fasse toujours attention. Et c'est pour ça que je parlais au début de la communication thérapeutique qui devrait être partagée, c'est-à-dire faire très attention à notre vocabulaire, faire très attention aux tournures de phrases qu'on va utiliser, ne pas utiliser des tournures négatives, par exemple, etc. etc. Et puis, accepter de s'adapter, nous aussi, aux patients. Hein. Ne bougez surtout pas. Voilà, ne bougez surtout pas. Ben non, si elle bouge, elle bouge. Mais on va lui demander, par exemple, simplement, au lieu de bouger n'importe comment, est-ce que vous pouvez bouger que d'avant en arrière? Comme ça, moi, je vais me synchroniser. Hein, c'est la technique de Véronique Westblatt. Donc, si vous autorisez quelque chose, alors les gens sont d'accord. Et il n'y a pas de résistance. Mais c'est cette idée de ne bougez pas. Enfin, moi, je fais beaucoup de chirurgie ophtalmo. Quand vous avez une aiguille qui arrive autour de l'œil et qu'on vous dit ne fermez pas les yeux, il faudrait vraiment être con pour ne pas les fermer. Hein, je suis désolé, mais vous voyez, donc ça fait partie des choses qu'on a l'habitude de dire sans se rendre compte de l'impact que ça peut avoir. Alors que si on s'arrange pour que l'aiguille arrive un petit peu plus sur le côté, puis après on la bascule, si on met un doigt devant, etc. Voilà, il y a des tas de possibilités. Mais c'est accepter de sortir de notre zone de confort, on va dire. Alors, donc c'est l'utilisation du mouvement contrôlé, l'utilisation de l'humour. Alors là, c'est en pose de péridurale, on peut tout voir. Ça, on pourra, si on a le temps, de vous donner des exemples. On peut dissocier une partie du corps, on peut créer un lieu de sécurité. Alors ça aussi, c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle la personne ressource. C'est-à-dire vous avez quelqu'un qui va avoir une péridurale et qui a peur, qui tremble, etc. etc. Et l'idée, c'est de dire, mais qui pourrait vous aider dans ce moment-là, là maintenant? Qui pourrait venir et vous aider? Alors ça pourrait être une grand-mère, ça pourrait être une copine, ça pourrait être... Eh bien, allez, fermez les yeux et faites comme si elle était là. Voyez? Et donc là, c'est la personne ressource qui fait le travail, c'est plus nous. Voyez? Et là, ça s'apaise. Voilà. Donc ce sont les choses simples auxquelles on ne pense pas. Mais quand bien sûr, on est hors obstétrique, mais avec les enfants, c'est très, très facile d'utiliser la personne ressource. Alors évidemment, on peut utiliser des exercices respiratoires.
l'air qui rentre d'un côté, qui sort de l'autre, etc., etc. On peut utiliser, dire qu'on va respirer l'air qui est juste devant le visage dans un premier temps, avec des petites bulles colorées, avec des petites bulles qui peuvent faire du bruit, qui sont parfumées. Et puis après, maintenant, vous respirez un peu plus amplement et vous respirez l'air qui est devant votre poitrine. Alors, vous voyez, le circuit est un petit peu plus long, donc on respire plus lentement, etc. Et puis après, respirez l'air qui est devant votre bassin. Et puis après, l'air qui est devant vos pieds. Et puis après, l'air de l'endroit où vous étiez en vacances, ou l'endroit que vous aimez bien, etc. etc. Vous voyez, donc c'est-à-dire que je fais sortir la personne de ce qui la crispait, de ce qui la figeait, et on met du mouvement dans tout ça. Vous voyez, on met du mouvement dans la respiration, et ça se voit, on utilise les sens. D'accord ? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, voilà, on est tel jour, il est telle heure, qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'étiez pas là ? Une autre façon de procéder, c'est aussi de dire à la personne, voilà, si vous n'aviez plus mal, à quoi aimeriez-vous penser maintenant ? Vous voyez, encore une fois, c'est une projection dans quelque chose qui est dans le futur et qui va modifier le présent, c'est-à-dire le ressenti de la personne. Alors bon, le balancement, quand on le fait systématiquement, il va y avoir une stimulation vestibulaire qui implique un effet antalgique. Et le balancement va évidemment modifier la conscience de soi et le sentiment d'incarnation, donc ça agit sur la proprioception. Lors de l'accouchement, ben voilà, s'il y a une péridurale, ben, a priori on ne va pas trop utiliser l'hypnose, sauf s'il y a une situation qui est un peu inconfortable à gérer. Évidemment, il y a beaucoup d'imprévus parfois, hein, il y a des forceps, il y a des pisios, il y a les délivrances artificielles, etc., etc. Et donc ça, l'hypnose vient en plus de la péridurale. Et s'il n'y a pas de péridurale, eh bien l'hypnose va aider tout simplement à la gestion de la douleur. Pour la gestion de la douleur, ben, les techniques ne sont pas spécifiques, si vous voulez, c'est-à-dire on va utiliser encore une fois les dissociations géographiques, corporelles, affectives, le transfert de la douleur sur une autre partie, on l'a vu, la réification, c'est-à-dire la transformation du ressenti de la douleur. C'est important quand la parturiente nous dit qu'elle a une contraction et que cette contraction est douloureuse. Comment elle est douloureuse ? Et vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire on ne doit pas se contenter de j'ai mal ou c'est douloureux. On doit savoir comment ça l'est, d'accord, pour essayer d'avancer et d'apporter des toutes petites modifications qui vont être après à l'origine de plus grosses modifications. Bien entendu, les métaphores, le gant magique ou la couverture magique, ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre pendant la préparation, parce qu'on ne peut pas le faire au dernier moment quand on a mal. La prise de terre, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire, voilà, vous avez mal, vous n'arrivez pas à gérer cette douleur, donnez-la moi. Moi, je suis le spécialiste de la douleur. Donc, donnez-moi votre douleur. Alors, vous donnez 2 doigts à la personne, et puis vous lui dites serrez. Chaque fois que vous avez mal, vous serrez. Plus vous serrez, moins vous avez mal, et plus moi, je me débrouille. Comme la prise de terre, je vais faire partir votre douleur. Alors, on le fait 2-3 fois, c'est intéressant, mais sauf qu'on n'a pas envie de rester là jusqu'à la fin dans la salle. Mais il y a toujours un brave mari qui est là, et on confie au mari la tâche de jouer à l'électricien et de faire la prise de terre. Vous voyez ? Alors ça, c'est des choses simples, encore une fois, mais qui sont redoutablement efficaces parce qu'il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une parturiente qui a mal, elle accepte tout ce qu'on lui propose si elle a l'idée que ça pourrait l'aider. Voilà. Donc notre meilleur allié, c'est la douleur. Donc respectons la douleur. Je ne prie pas tous les matins à la douleur, mais bon, voilà. Alors, il y a d'autres façons de faire, il y a des tâches inutiles, il y a les micro-siestes. La micro-sieste, c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça permet la récupération. Et la micro-sieste, si vous voulez voir des exemples, vous regardez Bertrand Piccard, qui est le pilote de l'avion solaire Solar Impulse, et regardez comment il fait pour faire une micro-sieste à partir de son bras et de son pouce. Et en 3 secondes, il dort. Et il dort pour 15 secondes. Et il se réveille. Regardez, alors voilà, ce sont des choses comme ça qu'on peut apprendre à nos parturiantes pour qu'elles puissent récupérer entre les contractions. Tout le reste, on l'a déjà dit. Et bien entendu, parce qu'un accouchement, ça dure longtemps, plus il y a de gens formés dans l'équipe, et plus le relais peut être pris. Parce que c'est ça le problème. Moi, quand j'ai commencé, j'étais seul à pratiquer dans l'établissement. Il est évident que je ne pouvais pas rester là tout le temps. Donc on va expliquer aux personnes
ce qu'est l'auto-hypnose et comment elles vont pouvoir pratiquer, mais si quelqu'un d'autre a été formé, eh bien évidemment le relais est passé beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus confortable pour la personne. Alors, dans la césarienne programmée, bien sûr qu'il y a une inquiétude qui s'installe dès qu'on arrive au bloc opératoire. L'inquiétude est plus grande encore que quand on arrive en salle d'accouchement. L'environnement technique est important, la température, la présence de nombreuses personnes, et tout ça doit être expliqué au présent, ici, maintenant. Donc toutes nos séances d'hypnose se font toujours au présent. Alors, c'est pas très compliqué de présenter, voilà, là c'est Nathalie, c'est Unibod, elle vient de tel endroit, là c'est Jean-Jacques, c'est l'infirmier anesthésiste qui va m'aider, etc. Alors lui, il connaît tous les appareils qui sont là, donc il peut vous expliquer, ça c'est pour votre cœur, ça c'est pour votre respiration. Si vous êtes curieuse, n'hésitez pas, voyez. Et on fait des choses comme ça dans lesquelles on installe l'environnement, en fait, voyez. Et c'est important, parce que c'est ce qu'on fait spontanément. Quand vous allez dans une chambre d'hôtel, qu'est-ce que vous faites en premier? Vous allez regarder à la fenêtre où ça donne. Et puis après, vous allez regarder un petit peu les meubles. Et puis après, vous allez aller dans la salle de bain, voir un petit peu si c'est propre, soulever les couvercles des toilettes, etc., etc. Puis après, vous allez quoi? Vous allez vous asseoir sur le lit, tester. Bon, c'est bon. Alors après seulement, vous allez ouvrir votre valise et installer vos affaires. Parce qu'on a besoin de se rassurer. Eh bien, rassurons le patient qui arrive dans une chambre d'hôtel, entre guillemets, et dans laquelle il ne connaît personne et dans laquelle il ne sait pas ce qui va se passer. Alors, souvent aussi, et ça complique les choses, bien sûr, c'est que cette parturiente ne connaît pas l'anesthésiste qui va pratiquer la rachianesthésie. Elle ne connaît parfois même pas le gynéco. Enfin, en principe, on est en césarienne programme et donc elle doit le connaître. Mais bon, donc l'équipe doit être respectueuse, attentive, respecter le silence, ça c'est important. Le savoir-faire dans ce contexte n'est pas spécifique, hein. Comme lors d'un accouchement par voie basse, il ne faut pas oublier de réassocier la personne juste avant la sortie du nouveau-né. Ça, c'est important parce que sinon, elle ne vit rien de son accouchement et rien de sa césarienne. Donc l'hypnose est utilisée surtout au début. Et dès que le bébé est là, on peut la faire pousser, etc. etc. Dans la césarienne en urgence, là, c'est complètement différent. Parce qu'il y a en plus de l'inquiétude de la parturiente, il y a l'inquiétude de l'équipe. Voilà, tout le monde se dépêche, tout le monde est là, et il y a beaucoup d'agitation. Et puis, dans certains endroits, dans la césarienne en urgence, le mari n'est pas là. La parturiente entend parler d'un pédiatre réanimateur, etc., etc. Donc, elle sent qu'il y a aussi du danger pour son enfant. Et donc là, on est vraiment dans un contexte de stress maximum dans lequel, là encore, il faut prendre le temps d'expliquer que tout le monde est à sa place, que tout le monde connaît son métier, que bien sûr il y a beaucoup d'agitation, mais dans quelques instants, tout va s'apaiser et qu'elle, son rôle maintenant, c'est de se tenir le masque et d'oxygéner son bébé. Et que tout ira bien lorsque tout le monde aura fait tout ce qu'il a à faire. Voilà. Alors, cette patiente, si vous lui dites, alors qu'elle est très stressée, de s'imaginer sur une plage des Caraïbes, c'est pas possible, hein, ça ne marchera pas. Il faut vraiment l'apprendre à partir de l'endroit où elle est, de sa peur, de ce qu'elle ressent, etc. Et par exemple, moi, je fais souvent une catalepsie du bras. Voilà, elle a peur, elle respire vite, elle s'agite, etc. Et puis donc, je vais prendre son poignet, comme ça, je vais le monter comme ça, si vous voulez. Et donc déjà, c'est curieux, parce qu'elle se demande qu'est-ce qu'il me fait. Et en fait, je vais attendre, je vais sentir, à un moment, je vais lâcher le poignet qui va rester en suspension. Et ça, c'est un vécu très particulier pour les patients, la catalepsie du bras ou de la main, et ça va amplifier la communication hypnotique. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et elle peut rester comme ça 1 heure, 2 heures, 3 heures, en tant que je n'ai pas remis sa main à sa place, ça va rester. Et ça va la focaliser sur quelque chose, si vous voulez. Et elle va sortir de ce qu'elle ressent dans le ventre, de sa peur, parce que toute son attention va être focalisée en grande partie sur sa main. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Non, non, je lui parle d'autre chose, de tout le reste, mais en même temps, j'ai fait ma lévitation de la main. Voilà, et c'est elle qui va ressentir les choses. C'est pour ça qu'on dit que l'hypnose est une thérapie corporelle, ça passe par le corps. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Mais nous, on sait que le fait de faire une catalepsie, ça va amplifier et approfondir la séance d'hypnose qu'on va faire. Voilà. Donc c'est pour ça que donc ce sont des choses qui se font très très vite en fait. Hein.
prendre son poignet, vous soulevez, c'est tout. Hein. Mais après, il faut sentir à quel moment vous pouvez le lâcher pour qu'il joue son rôle. Donc là aussi, une fois que les choses sont apaisées, une fois que le bébé est sorti, que tout le monde est apaisé, etc., là, on peut effectivement commencer à la projeter dans un futur agréable, etc., etc., mais pas avant. Pour le forceps, la délivrance artificielle, l'épisiotomie, le cerclage, en fait, on est dans les conditions de la chirurgie sous hypnose, bien sûr. Donc, la patiente est calme, elle va être apaisée, on va l'aider, etc., etc. Comme dans toutes les situations d'urgence, on va être un peu plus autoritaire, on va faire des suggestions un peu plus directes, c'est-à-dire on ne va pas dire laissez vos yeux se fermer, etc., et attendre, on va dire non, fermez les yeux, et puis, etc., parce qu'il y a quand même cette notion d'urgence quand même qui est là parfois, et donc les suggestions sont plus directes, mais ça ne pose pas de problème, encore une fois, parce qu'il y a une attente de la part de la personne. Hein. Le cerclage, là on se trouve dans la situation de la chirurgie gynéco voix basse. Donc là on va utiliser ce qu'on appelle l'hypnosédation. C'est-à-dire qu'en fait on va injecter des produits d'anesthésie, mais à des doses qui sont vraiment minimes. C'est-à-dire en moyenne c'est à peu près 1/30 de la dose qu'on utiliserait pour une anesthésie générale. Et ces doses sont minimes parce qu'il ne faut pas qu'on perde le contact évidemment avec la personne. D'accord ? Il faut qu'on puisse lui parler, il faut qu'elle puisse enregistrer nos suggestions, etc., etc. Mais c'est suffisant lorsqu'on fait une séance d'hypnose pour tolérer l'intervention. Mais parfois, il y a des gags. Alors, je vous raconte ça très vite. C'était une dame qui venait à la consultation d'anesthésie qui devait avoir une conisation du col. Et puis dans l'établissement, la signalétique indique consultation d'anesthésie et juste en dessous consultation d'hypnose. Et donc la dame me dit, mais est-ce qu'on pourrait faire ça sous hypnose? Alors je dis oui, ça, on le fait assez régulièrement, donc si ça vous intéresse. Donc on fait la consultation d'anesthésie, on fait la consultation, je lui donne les explications en ce qui concerne l'hypnose. Et puis elle s'en va, contente, voilà. Et là, à ce moment-là, avant que la consultation se termine, je me rends compte qu'en fait, l'opérateur n'a jamais travaillé sous hypnose. Et c'est un opérateur particulièrement stressé, vif, énervé, etc., etc. Et je me dis, mince, pour un début, ça ne va pas être terrible pour lui. Et donc, je donne une prémédication à cette dame. Donc, je lui prescris un Xanax 0,25, ce que je ne fais jamais d'habitude. Hein, mais là, je voulais quand même pas je voulais assurer mes arrières. Et puis, donc, j'explique au chirurgien, voilà, ta malade a demandé, etc. Donc, le jour J, je commence ma séance. Quand je fais signe, les infirmières préparent. Et puis quand je fais signe de nouveau, toi, tu fais ton anesthésie locale et puis après, tu fais ta conisation. Donc le jour J arrive, la patiente est là, on fait la séance, je fais signe aux infirmières, je fais signe au gynéco, tout se passe bien, la personne arrive en salle de réveil. Et là, la dame me dit, je lui demande d'abord si elle a mal, elle me dit non. Et je lui demande comment elle se sent, elle me dit très bien, mais elle me dit, vous savez, j'ai un truc à vous dire, c'est qu'en fait, comme je voulais vraiment vivre l'expérience, j'ai pas pris votre Xanax. Bon, très bien, pas grave. Et puis après, je vois le chirurgien, je débriefe avec lui, je lui dis, tu vois, c'est pas compliqué. Le tout, c'est que tu attends que je te dise à quel moment tu peux faire ta locale. Et la réponse du chirurgien, putain, j'ai oublié de la faire. Et donc, il était tellement perturbé par l'idée que sa patiente ne dormait pas, qu'elle n'avait rien, qu'il n'a pas fait de local. Et finalement, vous voyez, la personne n'a pas eu mal parce qu'elle était dissociée d'une partie de son corps, tout simplement. Alors là, c'est Agnès qui va prendre le relais pour nous parler de son expérience. Alors, tu es déjà... non, tu as déjà mis tes dias? Alors, par contre, il faut qu'on arrive à fermer tout ça. Je te laisse faire, parce que toi, tu es doué. Vas-y. Merci. On va surveiller l'heure pour être à l'heure. Oui. Donc moi, je vais vous partager un peu l'expérience qu'on a eue à la maternité où je travaille, à la maternité de Trousseau. Donc un petit peu comme toutes les équipes où certains soignants se forment à l'hypnose dans le cadre des soins. On a eu cette progression que décrivait très bien Henri, c'est-à-dire que finalement c'est une dynamique
positive. On est au début peu nombreux, donc en fait l'offre de soins elle est un peu limitée, et puis après ça s'élargit parce qu'il y a de plus en plus de collègues qui se forment et de manière tout à fait transversale, les sages-femmes, les anesthésistes. Pour l'instant, à la maternité, il n'y a pas de gynéco, mais il y a des sages-femmes qui se forment, et donc du coup l'offre de soins peut s'élargir. Vous voyez, nous, c'est un petit peu au départ, parce que la maternité où je travaille est une maternité avec un département de diagnostic anténatal assez actif et avec une grosse activité. On a un peu centré notre offre d'accompagnement par hypnose aux IMG. Et puis petit à petit, vous voyez ce que j'ai mis dans cette diapo, il y a de toute façon une dynamique positive qui s'installe et qui se fait très naturellement. Donc au bloc opératoire, ben ça c'est comme dans toutes les équipes d'anesthésie avec des personnes formées à l'hypnose, la communication positive et l'accompagnement se fait. L'hypnose prend sa place au bloc opératoire. Dans le cadre obstétrical, nous c'est les transfusions in utero qu'on accompagne volontiers. Ce sont des gestes qui se font sous local et donc il y a un accompagnement par hypnose qui est proposé. Les césariennes en urgence, comme a dit Henri. On essaye de développer également les IVG sous local pour les patientes qui veulent une IVG sous anesthésie locale. On essaye d'accompagner aussi ces patientes par hypnose. Et puis, parallèlement donc à l'accompagnement des IMG que je vais vous détailler un petit peu, et bien au cours de la grossesse, là, exactement sur le même schéma que Henri vous a décrit, on propose aux patientes qui ont une contre-indication à la péridurale ou aux patientes qui ont des vécus très négatifs d'un accouchement précédent et qui souvent s'expriment d'ailleurs à la consultation d'anesthésie parce que finalement c'est le timing de la résurgence. On est finalement à 7 mois de grossesse et donc là on voit vraiment la salle de naissance se profiler à l'horizon et donc il y a une résurgence du vécu négatif qui s'acutise et qui souvent s'exprime vers 32-33 semaines au moment de la consultation d'anesthésie. Donc on leur propose une préparation par hypnose. Voilà, donc vous voyez un petit peu tout ça. Mais c'est vrai que si on peut repérer ces patientes avant, au cours du suivi de la grossesse, proposer cet accompagnement dès le début du 3e trimestre est probablement encore plus adapté avec des rendez-vous qui, en fonction des patientes, voilà, on peut se voir toutes les 2 semaines. Je ne sais pas comment tu fais, toi. Toutes les 2 semaines, voilà, toutes les 2 semaines, ces patientes-là, que ce soit les contre-indications ou que ce soit les vécus négatifs. Et puis, plus récemment, grâce aux sages-femmes qui se sont formées dans l'équipe, eh ben, on essaye de faire de la prévention, c'est-à-dire de repérer ces vécus négatifs, entre guillemets, à chaud, c'est-à-dire vraiment au cours des suites de couches pour essayer de faire de la prévention du syndrome post-traumatique. Donc voilà un peu, vous voyez, l'hypnose a vraiment sa place dans toutes les parties et à tous les moments de la grossesse. Donc je vais passer assez vite parce qu'on manque de temps, bien sûr, mais les IMG, finalement, ce sont le développement du diagnostic anténatal avec parfois une IMG à la suite du dépistage et du suivi, finalement va rajouter d'une situation de deuil périnatal à celle qui existe déjà naturellement et qui sont les morts fétales in utero ou les décès néonataux. Et donc, les problèmes d'accompagnement des patientes, alors que c'est, vous voyez, un paradigme du deuil, puisque le deuil survient au moment où la vie est censée arriver. Donc c'est vraiment une situation tout à fait particulière. Qui est la souffrance des couples est, je dirais, renforcée encore par le parcours de soins particulier des couples que l'on rencontre, puisque vous le savez comme moi, c'est complètement cadré. Il y a un cadre légal qui est extrêmement strict, et donc souvent ce sont des couples dont on fait la connaissance alors qu'ils ont déjà un parcours derrière eux, et qu'ils arrivent dans une nouvelle équipe qui est celle du centre de Dan agréé, après avoir, voilà, donc il y a déjà une rupture de lien avec l'équipe initiale, la découverte d'une nouvelle équipe, enfin voilà, tout ça renforce le stress, le sentiment de passivité, le sentiment de solitude douloureuse auquel on est confronté en prenant en charge ces couples. Et donc c'est ça qui nous a motivés, nous, à la maternité, pour, au début de notre pratique,
offrir, centrer notre offre de soins et notre offre d'accompagnement par hypnose aux patientes qui venaient pour un parcours de diagnostic anténatal qui malheureusement se terminait par une IMG le plus souvent tardive. Vous savez que plus de la moitié de ces IMG, l'immense majorité de ces IMG se fait dans la deuxième moitié de la grossesse, c'est-à-dire fin deuxième trimestre et troisième trimestre. Voilà. Et donc, ces patientes, comme vous l'a déjà dit Henri, sont vraiment dans une situation de transe négative, et donc elles sont extrêmement réceptives à l'hypnose et à l'offre qu'on leur fait. Alors ça dépend du parcours, ça dépend des rencontres. Ça peut se faire en consultation d'anesthésie lorsque c'est l'un de nous qui voit la patiente en consultation. Mais le plus souvent maintenant, on a même créé un petit WhatsApp au sein de l'équipe. Et donc, depuis la consultation des sages-femmes au DAN, eh bien, en fait, on est, comme souvent, ce sont des déclenchements dans le cadre des IMG qui se font en semi-urgence. Eh bien, voilà, on sait que telle patiente est programmée pour un déclenchement à telle date et on essaye que l'un de nous se libère pour pouvoir l'accompagner, en particulier au moment du geste d'arrêt de vie. Voilà. Donc, en général, l'offre est accueillie très positivement par les patientes. Alors, au début de notre pratique, vous imaginez ce contexte quand même extrêmement sensible et assez radical, a fait que, d'une part, nous étions peu expérimentés au début, et puis, finalement, c'était un cadre. On avait choisi de proposer aux patientes le cadre du lieu de sécurité. Et donc, il y avait un accordage avec la patiente autour d'un lieu de sécurité qu'elle nous décrivait. Et on s'appuyait sur les éléments sensoriels qu'elle avait bien voulu partager avec nous, autour de ce lieu de sécurité choisi. Voilà. Et donc c'était ce cadre initialement. Vous allez voir après qu'enfin on a évolué au fil de notre expérience. Pour être sûr de répondre à la demande et d'être adapté aux besoins des patientes et des couples, dans un premier temps, dans les premières années, on a fait une évaluation, c'est-à-dire qu'on proposait aux couples de les revoir le lendemain, avant la sortie de la maternité, pour évaluer. Alors c'était une évaluation qui se faisait à la fois de manière très objective par des EVA, anxiété et douleur, et puis également par un questionnaire qui était un questionnaire semi-directif, je dirais, avec des questions un petit peu qui étaient standardisées et qui étaient le même pour toutes les patientes, pour tous les couples, puisque très rapidement, on a aussi fait participer les conjoints au recueil d'expériences et au recueil le lendemain. Voilà. Vous m'interrompez quand vous voulez. Donc, je vais vous montrer quelques cas cliniques. Ici, c'était le cas d'une patiente qui avait choisi un lieu d'enfance dont elle nous avait décrit. C'était une patiente d'origine hindoue. Et donc, elle avait choisi un lieu d'enfance en Inde, qui était un lieu qu'elle avait été très heureuse de faire découvrir à son mari, qui lui était d'origine européenne. Et c'était une patiente qui avait quand même un dossier très particulier, vous allez le comprendre, parce que c'était sa 3e IMG, ce qui est quand même tout à fait exceptionnel. C'était une pathologie vasculaire placentaire, malheureusement, qui récidivait à chaque grossesse et qui ne permettait pas d'espérer d'atteindre un terme de viabilité pour le fœtus. Donc elle avait eu 2 expériences déjà d'IMG. Elle était, vous imaginez, dans un état de transe d'alerte, de transe négative majeure. Elle a quand même accueilli avec satisfaction, mais avec beaucoup de défiance, en fait. Je me souviens, c'est une des premières patientes que j'avais eu l'occasion d'accompagner. Elle écoutait, mais elle était ailleurs. Elle était véritablement complètement dissociée par la souffrance et par le stress. Donc elle a accepté, elle a dit d'accord, mais je veux dire vraiment avec une très grande défiance. Et vous voyez le lendemain dans le recueil, dans le recueil d'expériences qu'elle a bien voulu faire avec nous, vous voyez, elle a dit, voilà, je me suis sentie protégée par la distance où je me trouvais et je me sentais en sécurité dans le paysage de mon enfance. Donc c'était déjà, elle avait réussi à se mettre un peu à distance du lieu et du vécu des événements, et en particulier, donc c'est un accompagnement que l'on fait pendant le geste d'arrêt de vie. Donc on s'est appuyé sur les éléments sensoriels de ce lieu qu'elle avait choisi, et en comparaison des deux premières IMG, qui avaient été des expériences où elle avait vraiment témoigné d'une très grande solitude. C'est ce qu'elle avait partagé avec nous
avec le recul, et bien là, elle témoignait que ce troisième accouchement, cette troisième IMG, lui laisserait en comparaison plutôt un bon souvenir, quelque chose de... Voilà. Donc le lieu de sécurité peut être un lieu réel, ça peut être aussi un lieu imaginaire. Vous voyez ici, c'était une patiente qui avait choisi un jardin idéal. Le lendemain, elle aussi, alors dans les questions, dans le recueil, on leur demandait si elles étaient seules ou accompagnées dans ce lieu. Elles sont toujours dans la pleine perception des événements. Elles ne sont pas en transe hypnotique, c'est vraiment de l'hypnose conversationnelle. Donc elles sont à la fois, elles prennent du recul, elles sont un peu à distance des événements, mais elles vivent totalement en direct les événements qui se passent de l'autre côté du champ. Donc vous voyez, elle, s'était fait spontanément, avait convoqué dans ce lieu virtuel son conjoint et le bébé. Et elle témoignait d'un moment plutôt agréable et paisible, partagé avec son conjoint et avec le fœtus. Et vous voyez, c'était bien d'avoir le temps de partager un peu de douceur ensemble. Donc on a commencé à prendre conscience qu'un nombre important de patientes, spontanément, ça n'était pas suggéré. Les seules suggestions que l'on s'autorisait dans notre accompagnement, dans notre hypnose conversationnelle, c'était les éléments basés sur le sensoriel du lieu de sécurité. Voilà. Je vais passer très vite. Là, je vais passer pour vous dire... Je ne sais pas quelle heure il est, là. Je te laisse surveiller l'heure, Henri, parce que j'ai pas... Ah ouais, ça va ? Donc, j'ai choisi ces 3 cas cliniques pour vous montrer donc, que ce lieu peut être très divers, le choix du lieu de sécurité est très variable, que spontanément les patientes, alors que ça n'était pas du tout suggéré, convoquaient spontanément dans ce lieu virtuel des personnes de leur entourage, qui peuvent être des personnes vivantes, des personnes, vous voyez, comme le fœtus, et également, c'était le cas clinique ici, des parents défunts à qui on passe le relais spontanément, ce besoin de pouvoir, vous voyez, de totalement intégrer le fœtus dans la sphère familiale. Et donc, pour certaines patientes, ça passe par ce besoin naturel et cette action spontanée de confier l'enfant aux parents, aux grands-parents défunts. C'était le cas ici, vous voyez. Et donc, voilà un petit peu les réponses accompagnées de son mari. Le champ de tournesol, c'était un lieu d'enfance, là aussi. Ils étaient tous les deux originaires du sud-ouest. Ils avaient des grands-parents qui étaient agriculteurs et ils avaient visiblement gambadé toute leur enfance en vacances dans les champs de tournesol. Donc, c'était un peu ça, le lieu. Et vous voyez, c'était très fort. Enfin, vraiment, on a eu des témoignages d'une puissance et d'une force, mais surtout, et donc qui était avec de grandes similitudes en dépit de chaque situation très particulière, très spécifique, très unique. Il y avait une analogie et des points de convergence finalement dans les ressources que les patientes ont activées pendant l'hypnose au cours du geste d'arrêt de vie. Donc vous voyez, c'était j'ai pu l'accompagner sans me focaliser sur le geste, jouer mon rôle. Voilà, un moment de paix, d'apaisement, voilà, grâce au paysage et aux personnes présentes avec nous. Tout ça a été fait spontanément par les patientes et ça n'était pas suggéré. Donc voilà, donc c'est vrai que quand on a un petit peu réuni tous les témoignages des patientes, alors ce que je vous montre là, ça s'appuie sur un peu plus, oui, entre 50 et 60 patientes. C'était les premières patientes qu'on a accompagnées. En fait, elles ont toutes validé. On avait besoin qu'elles valident cet accompagnement et qu'il était adapté à la situation tout à fait spécifique de l'IMG tardive. Donc vous voyez, elles sont vraiment spontanément, on retrouve finalement une validation et ce qui fait finalement l'essence même de l'accompagnement par hypnose, la possibilité dans une situation de stress et de transe, d'alerte, de pouvoir se mettre
prendre un petit peu de recul par rapport à la situation, de se mettre un petit peu en retrait, de pouvoir donc voir les choses autrement et d'accepter la situation. Donc je vous laisse lire. En dépit du cadre, de retrouver, de pouvoir faire de la place pour autre chose et que cette autre chose soit source d'apaisement et d'un sentiment de sécurité. Le fait d'être actif également, vous voyez, sortir de cette passivité douloureuse, tout ça a été validé par les témoignages des patients, vous voyez. Même ce témoignage que j'ai mis en un petit peu plus gros, qui était c'était une ponction du cordon un petit peu difficile techniquement. Ça a duré longtemps. La patiente l'a parfaitement perçu, mais elle avait pris du recul, elle était un petit peu plus détachée. Et donc voilà, cette pensée est passée, je me sentais en confiance, alors que cela aurait pu me stresser. Elle était capable d'avoir, vous voyez, un regard extérieur sur ce qui était en train de se passer dans la pièce. Et on va le revoir tout à l'heure, mais pour les équipes de gynéco qui réalisent le geste de l'autre côté du champ, non seulement l'alliance thérapeutique avec le couple a changé le vécu de ces couples, mais également ça a été une source d'apaisement pour les opérateurs qui avaient un sentiment jusqu'à présent d'impuissance vis-à-vis de la détresse des couples, alors qu'ils avaient besoin d'être très concentrés, d'être très focalisés sur le geste technique. Et bien le fait de savoir que la patiente et le couple sont accompagnés par un membre de l'équipe, ça leur donne, voilà, je veux dire, ce sentiment d'impuissance peut être considérablement atténué et permettre de réaliser le geste de manière beaucoup plus apaisée et sereine également. Voilà. Donc vous voyez un apaisement, la possibilité de voir les choses de voir les choses sous une autre perspective, de pouvoir faire de la place pour un sentiment de sécurité et d'apaisement, et surtout, alors ça c'était vraiment la révélation finalement de ce recueil d'expériences que les couples nous ont appris, c'est-à-dire l'adaptation spontanée de ce lieu de sécurité en un lieu de vie, puisque la convocation et le partage de ce moment de vie avec le fœtus a permis de changer complètement le vécu de ces femmes. Vous voyez, donc ce partage spontané d'un moment de bien-être avec le fœtus a été une révélation finalement pour nous, parce que c'est effectivement quelque chose qui n'était pas du tout suggéré dans notre accompagnement. Et donc cette adaptation spontanée du lieu de sécurité en lieu de vie, c'est probablement ça l'apport le plus important de l'accompagnement de ces patientes par hypnose, puisque ça va contribuer aussi à permettre de pouvoir se remémorer ce moment qui aura été un moment de vie avant d'être un moment de deuil, et qui va faciliter considérablement le travail de deuil ultérieur. Donc je vous l'ai dit, on a fait un recueil, et donc juste pour partager avec vous, donc le plus riche est bien évidemment le questionnaire et le partage de leur vécu, mais on avait voulu au départ également essayer d'objectiver cela par le recueil des EVA, douleur et anxiété. Alors bien évidemment, ces patientes étaient toutes sous analgésie péridurale, puisque rien ne se faisait avant l'installation et le contrôle d'une analgésie péridurale efficace. Et donc vous voyez, voilà typiquement les EVA anxiété décrites par les premières patientes qui sont symbolisées ici. Vous voyez, à l'admission à la maternité, vous voyez, les patientes arrivent à l'hospitalisation avec des niveaux d'EVA anxiété qui sont particulièrement élevés, qui augmentent significativement au moment de l'arrivée en salle de naissance pour le déclenchement. Le geste d'arrêt de vie se fait ici sous hypnose, et vous voyez que l'hypnose permet une décroissance de l'anxiété très importante. On passe à des niveaux, vous voyez, de niveaux de 70-80 sur 100 à des niveaux plutôt aux alentours de 20-30. Et ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment notre accompagnement, malheureusement, du fait de notre disponibilité, se limite à ce moment.
on avait centré notre accompagnement sur le moment du geste d'arrêt de vie. On est toujours disponible pour elle dans la limite de du temps qu'on a. Voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est que finalement, le bénéfice de ce gain sur le stress va se prolonger dans le temps, puisque les patientes décrivent quelques heures plus tard, au moment de l'accouchement lui-même, un niveau d'anxiété qui est très nettement inférieur à ce qu'il était à l'arrivée en salle de naissance, même s'il a un petit peu augmenté par rapport à ce qu'il était au moment où il était le plus bas. Ça, ce sont des... Donc là aussi, alors, comme on était peu nombreux formés à l'hypnose, on avait l'espoir de pouvoir faire une comparaison entre les patientes qui étaient accompagnées par hypnose et celles qui ne l'étaient pas, puisqu'on n'était pas toujours disponible. Grâce au WhatsApp et grâce au retour extrêmement positif de l'équipe, finalement, on s'est organisé pour être quasiment toujours là. On jouait sur les plannings pour essayer de rendre quelqu'un disponible ce jour-là. Mais on a pu quand même comparer un tout petit groupe de patientes qui n'ont pas pu en bénéficier avec des patientes qui en bénéficiaient, en sachant qu'on avait à cœur, par rapport à la période d'avant, même s'il n'y avait pas d'hypnose formelle, eh bien, il y avait quelqu'un de l'équipe était à côté des patientes. Il y avait une présence bienveillante, sans hypnose, auprès des patientes au moment du geste d'arrêt de vie. Et donc, finalement, toute chose égale par ailleurs, la seule différence, c'était l'accompagnement par hypnose. Et on voit bien que ce soit au moment du geste ou au moment de l'accouchement, on retrouvait une différence. Vous voyez, alors que les niveaux étaient évidemment comparables au début, eh bien, on trouvait une anxiolyse objectivée par les EVA anxiété, que ce soit au moment du geste et qui continuait jusqu'à l'accouchement. Voilà. C'est fini. Voilà. Donc, les psychologues de la maternité qui nous ont aidés à préparer le questionnaire ont tout à fait confirmé l'apport de l'hypnose, puisque, comme dans tous les centres de Dan, elle revoit les patientes systématiquement à J7. Et donc, vous voyez, elles ont confirmé et elles ont validé l'intérêt de l'hypnose dans ce contexte en nous faisant ce retour en particulier de la possibilité pour les patientes de se remémorer ce jour, alors qu'auparavant, les patientes n'en parlaient quasiment pas. C'était quelque chose qui était impossible à se remémorer, c'était trop douloureux. Et souvent, dans les consultations post-natales, elles n'en parlaient pas, alors que là, elles pouvaient en parler. Et d'ailleurs, elles témoignaient de ce moment passé sous hypnose et des éléments positifs qu'il avait représentés pour elles. L'équipe, que ce soit les sages-femmes, les obstétriciens ou les infirmières, ont également été interrogées et ont apporté, elles aussi, un retour très positif. Et l'apaisement aussi qui était apporté à l'équipe du fait de cet accompagnement spécifique offert aux patientes. Et donc, juste pour terminer avec vous, on a évolué dans notre accompagnement. Au départ, il y avait ce cadre du lieu de sécurité qui était aussi un cadre pour nous. Et puis finalement, les patientes, par leurs témoignages, nous ont montré que finalement, leurs besoins, du fait de l'évolution aussi de leurs émotions au fil de la prise en charge, avaient des besoins qui variaient et que très souvent, finalement, spontanément, elles témoignaient être complètement sorties du cadre initial pour aller dans d'autres cadres qu'elles avaient spontanément réalisés en bénéficiant simplement de ce bien-être corporel, de cette sécurité dans laquelle elles étaient. Eh bien, en fait, elles activaient des ressources qui sortaient complètement du cadre initial. Et donc, en s'appuyant sur ces témoignages, eh bien, aujourd'hui, c'est vrai que finalement, on est dans un accompagnement beaucoup plus flou. On fait exactement ce dont témoignait Henri tout à l'heure, un accordage, une alliance thérapeutique. On essaye de définir leurs objectifs avec elles. On essaye de les réassocier dans un bien-être corporel pour leur permettre après. C'est véritablement, elles témoignent que tout ce qui vous a été dit, c'est finalement l'illustration de tout ce que vous a dit Henri. Ben, finalement, ce bien-être corporel, cette réassociation leur permet d'activer leurs ressources dont elles font absolument ce qu'elles veulent. Et elles témoignent secondairement, vraiment, n'hésitez pas à retourner les voir pour qu'elles partagent avec vous ce qu'elles ont fait et ce qu'elles ont vécu, parce que c'est finalement vraiment le témoignage
de ces ressources infinies qui ne demandent qu'à être activées et dont elles savent exactement et qu'elles utilisent au plus près de leurs besoins. Donc voilà, n'hésitez pas à tous les étages de la maternité d'utiliser, même dans ce contexte un peu sensible, enfin très sensible et très particulier des IMG. Voilà, on a fini. C'est fini, parfait.